C'était une nuit extraordinaire. Il y avait eu du vent, il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffe avec des racines d'or, épanouies, enfoncées dans les ténèbres et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit. Je ne sais pas qui d'autre que Giono aurait pu écrire des choses comme ça. Sont d'ici. Ouh là-bas. Moi, je suis d'ici. Ils sont d'ici. Sont d'ici. Tendez l'oreille et suivez-nous. Allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici. Dans un grand bain sonore de sons d'ici capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies provençales. Elle est de plus en plus rare, la nuit noire. Elle est mystérieuse et pleine de secrets. Elle nous attire et nous donne envie de la parcourir. Sébastien Trébosque, éducateur à l'environnement, et Éric Dautria, passionné par l'écrivain Jean Giono, ont donné rendez-vous dans la forêt de Bénave pour arpenter les sentiers de la nuit, où la biodiversité nocturne fait écho à l'imaginaire et à la littérature de Jean Giono, où les mots et les sons nous invitent à la découverte de cette nuit démesurée. La nuit, pour moi, ça n'est pas que le contraire du jour. C'est pas un envers du jour. C'est quelque chose de vivant, presque de matériel. C'est pas juste l'absence de lumière, quoi. C'est un monde en soi. On parle de Giono et la nuit. On a étudié ce sujet avec le parc pour préparer l'exposition La nuit démesurée. On n'aurait jamais eu l'idée de faire Giono et le jour. Ça n'aurait aucun sens. Parce que le jour, ça n'a pas... ça n'a pas de la même personnalité, si on peut dire. La nuit, c'est vraiment une personnalité. Il s'intéresse à la nuit comme il s'intéresse au monde, quoi. Il s'intéresse à l'univers, en fait. Il a une perception du monde qui est très proche de la nature. Je pense justement qu'il voit dans la nuit cette possibilité de faire ressortir tout un monde caché. D'entendre ce qu'on n'entend pas le jour, de percevoir de façon étrange des choses qu'on ne perçoit pas non plus, ou pas du tout de la même façon le jour. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est peut-être même le premier chez lui, c'est la nuit cosmique, la présence des étoiles, qu'il entend même, il entend les étoiles, il les entend grésiller carrément. Comment est-ce que Giono nous invite à explorer la nuit ? En somme, il y a plusieurs catégories de nuit, si on peut dire, chez Giono, qu'on retrouve dans l'exposition du parc. C'est une décomposition qui nous est venue assez naturellement à la lecture de ces textes. On pourrait commencer par la nuit aveugle, par exemple, justement. Elle est noire, obscure. Donc dans certains textes, il insiste beaucoup là-dessus. La nuit complètement épaisse, dans laquelle on ne voit pas à 2 mètres, qui comporte même une certaine dose d'inquiétude, de danger. Et il y a dans l'un de ses romans les plus connus, Le Chant du Monde, une aveugle qui est l'un des principaux personnages du roman. Elle s'appelle Clara d'ailleurs. Pour une aveugle, c'est intéressant, hein. Et elle ne perçoit le monde qu'à travers les sons. On la voit dans le roman, si j'ose dire, qui explique sa vision du monde purement auditive à son ami. Dans beaucoup de cas, il y a une espèce de force de la terre, qui monte. Giono est un écrivain immensément imaginatif. Il n'est pas du tout dans l'observation et dans la restitution fidèle de ce qu'il a entendu ou vu. Il a une perception de la nuit comme, je dirais, un peu tellurique, C'est la force du sol, des végétations, des animaux, puis celle du cosmos. Enfin, tout ça forme un tout. Au-dessus de la nuit, qu'on peut dire terrestre, il y a la nuit étoilée. La nuit est tant usée d'étoiles qu'on voit la trame du ciel. Sébastien, comment est-ce qu'on apprend à observer la nuit ? Vraiment, nuit noire, on ne voit rien. C'est nos autres sens qui vont être en avant, et notamment un sens phare, l'ouïe. Pour regarder la nuit, il faut déjà écouter la nuit.
Dans toute la colline, il y a des pattes, des ongles, des museaux, des ventres. Entends-les. Des arbres durs, des tendres, des fleurs froides, des fleurs chaudes. Là-bas derrière, un arbre long. On entend son bruit tout droit. Il fait le bruit de l'eau quand elle court. Il a de longues fleurs comme des queues de chat et qui sentent le pain cru. Elle fait quel bruit cette nuit qui tombe? On entend surtout les oiseaux diurnes, donc qui vivent en journée, qui vont se coucher petit à petit. Pourquoi est-ce qu'il y a des animaux qui vivent plutôt la nuit? Ça leur permet d'éviter des prédateurs potentiels qu'ils auraient en journée. Ça leur permet aussi de trouver leur nourriture, parce que leur nourriture sort la nuit. Comment font-ils pour voir la nuit? Ils ont développé des adaptations depuis le temps. Si on prend l'exemple de la chouette, du hibou que tout le monde connaît, c'est leurs yeux qui ont été adaptés. Si nous, on avait des yeux de chouette ou de hibou, nos yeux seraient de la taille d'une orange. On voit les premières chauves-souris, donc là on peut dire que la nuit vraiment tombe. Elle a développé une autre manière de voir, et notamment c'est avec des ultrasons. Et là on parle pour la chauve-souris d'écholocation. Elles sont certainement en chasse, puisqu'elles viennent de se réveiller, et donc elles ont faim après une bonne nuit. Et là c'est vrai qu'elles sont d'attaque pendant toute la nuit, et on va du coup pouvoir les écouter. Donc là vous êtes avec votre appareil tendu au bout du bras à la recherche de chauves-souris. Quand on voit les chauves-souris passer, on essaye de les suivre, sachant que chaque espèce de chauve-souris émette des fréquences sonores différentes, et donc c'est comme ça qu'on peut savoir aussi quelle chauve-souris on a. Peut-être des pipistrelles. C'est la plus petite chauve-souris que l'on peut trouver chez nous. Si elle replie ses ailes, elle fait la taille d'un pouce. Eric, vous suivez la chauve-souris avec votre détecteur. Ça vous fait quoi d'entendre ce monde nocturne d'habitude inaudible? C'est fascinant. C'est fascinant aussi d'imaginer la façon dont elles-mêmes perçoivent le monde, quoi, puisque c'est ces émissions qu'elles entendent et qui leur reviennent, qui dessinent le monde, quoi. C'est vrai qu'on se trouve transporté dans une autre dimension en quelque sorte. Elle se nourrit de quoi, la chauve-souris? La chauve-souris se nourrit, notamment celle qu'on trouve par chez nous, de petits insectes volants. C'est vrai que c'est surtout les papillons nocturnes et les moustiques qui d'ailleurs sortent la nuit. Pourquoi? C'est parce que même si en soi il n'y a pas la lune, ils savent où est-ce qu'elle se situe et ils se dirigent avec la lune, ces insectes-là. Toute la vie nocturne se dirige avec la lune en soi. C'est pour ça qu'en ville, il y a des lunes partout. Ça s'appelle des lampadaires. Et donc c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse pour cette vie nocturne. Quels sont les impacts de cette pollution lumineuse? Et d'une, ça peut faire un réchauffement vraiment local. Et de deux, ces lunes artificielles que sont les lampadaires, ça va piéger les insectes nocturnes. Et ils sont coincés, ils sont bloqués par ce halo lumineux. Il y a un roman qui me vient à l'esprit, là, qui se passe d'ailleurs dans les Baronnies, où nous sommes. Il mentionne en particulier un petit village qui s'appelle Lachaud. Alors, je sais pas, il doit y avoir 50 habitants à Lachaud. Il y en avait peut-être un peu plus à son époque. Mais bon, ça vous donne quand même l'ordre de grandeur. Et il décrit Lachaud comme étant, c'est à peu près Las Vegas, quoi. Vu de Giono, c'est Las Vegas. Il y a une conversation entre plusieurs vieilles dames qui sont autour de l'âtre dans leur ferme qui est dans la montagne isolée de Lachaud, qui est le bourg. La première dit
Elle affirme, il fait jamais nuit à la chaux. Alors l'autre hausse les épaules et elle lui dit, bien sûr qu'il fait nuit à la chaux, il fait nuit partout. Et la première reprend, il ne fait jamais nuit à la chaux. Et elle explique que quand on descend à la chaux, on y trouve, disons, une animation phénoménale avec des bars ouverts toute la nuit, des courses de chevaux, des prostituées à tous les coins de rue, et donc, tout ça illuminé. C'est peut-être de la pollution nocturne d'ailleurs. Et c'est une nuit violente, hein. C'est une nuit dangereuse. Les hommes se battent, éventuellement s'entretuent. En opposition à l'éclairage artificiel, c'est la nuit étoilée, le ciel cosmique, dont parle beaucoup Giono. Ah oui, c'est l'un de ses dadas, j'allais dire. Il y a toute une nouvelle qui s'appelle Fragment d'un paradis, qui a la particularité de ne pas du tout se passer en Provence comme la plupart de ses autres écrits. Giono fait s'arrêter son expédition maritime qui est composée de quelques personnes qui ont voulu rompre avec la civilisation, ce qui lui va assez bien. Giono, encore qu'il n'a jamais vraiment rompu avec la civilisation, mais enfin, disons, il s'en tenait un peu à l'écart. L'un des marins monte au sommet du volcan qui constitue l'île. Il tombe en arrêt devant la merveille du ciel et il l'écoute. Les étoiles se refermaient soigneusement autour de lui, l'entourant d'un globe total. Le silence était si parfait qu'au bout de très peu de temps, il commença à entendre le grésillement même des étoiles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le grésillement des étoiles, mais Giono, oui. Les plus grosses étoiles craquaient d'une façon sourde, et parfois lançaient un petit cri de cristal, en accord avec les flammes dorées et bleues qu'elles lançaient. On entend vraiment de moins en moins de choses. Et qu'est-ce qu'on voit? Des ombres, je dirais. Des crêtes. Puis des arbres verticaux, c'est à peu près tout ce qui reste de visible. Mais voir la silhouette des montagnes autour de soi, c'est toujours quelque chose qui donne de la présence à la nuit. Dans une plaine, c'est pas du tout la même chose. Une fois qu'on a goûté aux montagnes ou même aux collines, c'est difficile je pense, de s'en éloigner. On voit apparaître les premières étoiles. Et sur les constellations, il y a d'abord le début de Que ma joie demeure, où après avoir dit c'était une nuit extraordinaire, les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Le personnage principal du roman fait son apparition. C'est un personnage qui a un côté un peu magicien, étrange, démiurge, si on veut. Il fait admirer à ses amis Orion, qu'il appelle toujours Orion fleur de carotte. Parce qu'il dit, vous voyez, bien sûr, Orion ressemble à une fleur de carotte. J'ai essayé de trouver une fleur de carotte dans Orion, je ne suis pas vraiment arrivé, mais enfin, ça montre aussi d'ailleurs, au-delà de l'image, certainement cette correspondance qu'il y avait pour lui entre la nature la plus simple, terrestre, et puis les étoiles. Pour Giono, la nuit est aussi fondamentalement une matière, un matériau qu'on peut palper. Parfois, il la décrit comme une voile aussi, par exemple. Elle a une consistance. C'est pas seulement une absence de lumière. Hein. C'est vraiment quelque chose de physique. C'est une poésie qui est sensuelle, toujours. Il est toujours question d'essence et du plaisir. Dans certains cas même, ça va jusqu'à l'érotisme de la nuit. Il y a quelques passages comme ça qui sont très beaux, où une femme ressent la perception de la nuit autour d'elle. Elle se déshabille, elle jouit du vent. Merci à Éric Dautria et à Sébastien Trébosc.
Ce podcast est réalisé par Alice Roy, Ondes Sonores, produit par le Parc naturel régional des Baronnies provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.